Merci de choisir La Voix Sainte TV pour vous informer au sommaire de cette édition. Les chrétiens financent le retour des Juifs en Israël. La Côte d'Ivoire augmente sa puissance énergétique avec le nouveau barrage de Soubré. 595 Ivoiriens en situation de détresse en Libye, bientôt rapatriés. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Et puis la législation relative au sport invite le mouvement sportif à s'approprier les textes. Bonjour et bienvenue à tous. De nombreux immigrants en provenant de Biélorussie, de la France, de la Russie et de l'Ukraine sont arrivés en Israël sur plusieurs vols pendant la semaine de l'Aliyah. 227 personnes ont marché sur le sol israélien grâce au soutien financier des chrétiens et des juifs. France Conan. Aliyah fait référence à l'immigration des Juifs en Israël et le jour d'Aliyah est une fête israélienne qui célèbre l'immigration des Juifs en Israël et les nombreuses contributions que les immigrants ont fait pour renforcer l'État juif. Parmi ces nombreuses activités, l'apport financier vise à aider autant les immigrants et les réfugiés pour qu'ils reviennent en Israël. Ces nouveaux citoyens israéliens sont les derniers parmi les plus de 10 000 que cette action a pu faire venir en Israël depuis que cette Société internationale des chrétiens et juifs a commencé à mener cette activité dans 26 pays à la fin de 2014. Au cours des 25 dernières années, l'organisation soutenue par des centaines de milliers de chrétiens du monde entier ont dépensé plus de 200 millions de dollars pour ramener plus de 730 000 nouveaux immigrants en Israël depuis les premiers jours du mouvement des Juifs soviétiques. La Société internationale des chrétiens et juifs offre une gamme de services, des séminaires pré-voyage pour libérer des vols et une aide financière pour des Juifs désireux de se déplacer en Israël et faisant face à des difficultés économiques, en plus de l'augmentation de l'antisémitisme et les menaces de sécurité dans le monde entier. Deux projets de loi présentés par le ministre des Finances Adama Kone ont été présentés et adoptés par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les textes portent sur la répression au faux monnayage et la reproduction des signes monétaires et autres atteintes. On en sait plus avec Jean-Jacques Denis. La contrefaçon ou la falsification des billets de banque aux pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national d'un État de l'Union monétaire ouest-africaine, en abrégé UMOA, ou à l'étranger, est désormais puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur des 10 signes, sans pouvoir être inférieur à 20 millions de francs CFA selon ce projet de loi uniforme. Par ailleurs, le sursis ne peut être accordé aux contrevenants. De la même façon, le projet de loi prescrit que la détérioration, le maculage ou la surcharge délibérée d'un signe monétaire est punie d'un emprisonnement d'1 mois à 6 mois et une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA, et que le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'Union selon la valeur pour laquelle elle a cours est puni d'une amende de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, on vous donne une pièce légale, celle de 250 francs par exemple. Quand vous refusez, votre interlocuteur peut porter plainte contre vous. Ce projet de loi règle ce problème, prévient-il. Encadrer et favoriser l'accès des entreprises au crédit bail. Le second test uniforme également adopté a trait au crédit bail dans les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Ce test tient compte des contrats des spécificités au crédit bail, régis par les contrats y afférents, et offre une plus grande sécurité juridique aux parties prenantes au contrat de leasing. Il faut indiquer que 2 projets de loi ont été adoptés le mardi 31 octobre 2017. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur a annoncé le rapatriement prochain de 595 Ivoiriens en situation de détresse et croupissant dans les maisons privées ou dans des maisons de pasteurs. On en parle avec Estelle Traillot. Ce jeudi 2 novembre 2017, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Isiaka Konaté, qui a dit atteindre l'autorisation du gouvernement ivoirien, a annoncé le rapatriement prochain de 595 Ivoiriens en situation de détresse et croupissant dans des prisons privées ou dans des maisons de pasteurs en Libye. En effet, la première vague de ce contingent devrait arriver le 14 novembre 2017, a-t-il précisé. Ce rapatriement qui se fera avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrants et de l'Union européenne comprend 19 personnes âgées de moins de 10 ans et 2 enfants de 7 et 8 mois, a fait savoir M. Konaté, qui a présenté le bilan de ses activités de sa direction. Ces rapatriés vont bénéficier d'une assistance d'urgence qui se fait
par une prise en charge psychologique et d'un soutien financier. À ce jour, ce sont environ 1400 migrants ivoiriens en situation de détresse qui ont été ramenés par le gouvernement ivoirien, rappelle-t-on. La Côte d'Ivoire reste en effet l'un des principaux pourvoyeurs de migrants avec 7904 présumés ivoiriens, en 4e position derrière le Nigeria, le Sénégal et la Guinée. Il y a eu un atelier de validation du projet dénommé Projet d'autonomisation des femmes du Togo, avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des femmes rurales. Ange Sacré. Le mardi 31 octobre 2017 à Lomé a été élaboré le projet d'autonomisation des femmes qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions des femmes rurales en vue de leur autonomisation. Une délégation des femmes rurales, des directeurs régionaux et chefs division du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, des directeurs régionaux de l'Institut togolais de recherche agronomique de l'Institut du Conseil d'appui technique participent à cet atelier qui a été présidé par Tiana Binan Kolani Yanchare, ministre en charge de la promotion de la femme. Elle a remercié le KDRDT pour son appui technique et a souligné la pertinence du projet qui s'inscrit dans la politique de développement du gouvernement en général et de la promotion de la femme en particulier. La ministre a par la suite sollicité l'appui des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du projet. Le directeur exécutif du KDRDT, Madame Odilia Nyasingbe, a remercié le ministre de l'Action sociale pour la confiance faite à son institution en invitant les participants à apporter leur contribution et remarque pour disposer d'un document qui prend en compte les spécificités des différents acteurs qui œuvrent pour le développement du pays. Le barrage hydraulique de Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a été inauguré par le chef de l'État de la République ivoirienne, Alassane Ouattara. Ce barrage va injecter 275 MW supplémentaires dans le réseau. On en sait plus avec France Conan. D'un coût global de 331 milliards de francs CFA, financé à 85% par la Chine, à travers la Banque d'exportation et d'importation de Chine, et le reste par l'État ivoirien, le barrage de Soubré, avec une production de 1200 gigawatts par heure, va porter la puissance électrique du pays à 2200 mégawatts. La mise en service a été faite par le chef de l'État ivoirien ce jeudi 2 novembre 2017. Bâti sur une surface du fleuve Sassandra pour une retenue sur 17,5 km avec un volume de réservoir de 83 millions de mètres cubes et une hauteur de chute de 43 mètres, il a fallu attendre 4 ans pour avoir cet ouvrage dont la construction a débuté en 2013. Le barrage de Soubré a généré assez de profits et de retombées positives pour la ville, notamment la construction de 3 centres de santé dans les villages riverains, 5 écoles primaires, 13 localités électrifiées, 5 nouvelles cités dortoirs, dont 2 pour les travailleurs et 3 pour les villages d'Egapie, ainsi qu'un complexe sportif, précise la note de présentation du barrage qui devrait contribuer à la réduction de la pauvreté et favoriser une meilleure intégration socio-économique des populations de la zone. La construction de ce barrage a permis de multiplier également par 3 la capacité en eau potable de la ville de Soubré, a soutenu le ministre du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies, Thierry Tano. La Côte d'Ivoire, qui exporte déjà 15% de sa production électrique dans les pays de la sous-région, ambitionne d'aller au-delà. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été célébrée ce jeudi 2 novembre 2017. En Afrique, comme de nombreux pays au monde, des efforts en faveur de la promotion de la sécurité des journalistes sont mis en œuvre. Ange Série nous permet d'en savoir un peu plus. La défense de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, la protection des journalistes et la lutte contre l'impunité de ceux qui portent atteinte à ces principes fondamentaux sont des priorités de la politique étrangère du monde des médias. C'est pourquoi nous avions soutenu l'initiative de la résolution 68-163 de l'Assemblée générale des Nations unies instaurant une journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Le pluralisme des médias, le droit d'informer ou d'être informé, notamment sur Internet, ainsi que la capacité à exprimer des points de vue critiques sont essentiels au débat démocratique. Les journalistes et tous les personnels des médias participent à la défense de ces libertés fondamentales. Nous soutenons par ailleurs la création d'un mandat de représentant spécial auprès du secrétaire général des Nations unies pour la protection des journalistes, comme le président de la République l'a rappelé en septembre dernier dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous saluons enfin les efforts de l'UNESCO en faveur de la protection de la sécurité des journalistes.
Un mot de sport à présent, amener les acteurs du mouvement sportif à s'approprier les textes relatifs à la bonne gouvernance du sport en Côte d'Ivoire est l'objet d'un séminaire sur le thème « Gouvernance en Côte d'Ivoire, les innovations de la légalisation relative au sport ». Il est organisé par le ministère des Sports et des Loisirs de la Côte d'Ivoire. Martial Kwasi. Depuis son adoption au Conseil des ministres le mercredi 7 juin 2017, la loi numéro 2014-856 du 22 décembre 2014 relative au sport et à la politique nationale des sports, PNS 2016-2020, semble très peu connue du mouvement sportif et du grand public. Dans le souci de remédier à cette situation, le ministère des Sports et des Loisirs a décidé de marquer un temps d'arrêt afin de mieux informer en les vulgarisant et en faisant la promotion. D'où ce séminaire qui a débuté le jeudi 2 novembre sur le thème « Gouvernance en Côte d'Ivoire, les innovations de la législation relative au sport » à l'hôtel Afrique-Land dans la commune de Grand-Bassam, sud de la Côte d'Ivoire. Ce séminaire vise un objectif principal, celui d'amener les acteurs du mouvement sportif à s'approprier les textes relatifs à la gouvernance du sport en Côte d'Ivoire et d'expliquer les dispositions permanentes qui constituent des centres d'intérêt de la loi relative au sport et ses décrets adoptés en Conseil des ministres et sensibiliser entre autres les participants sur les modalités de mise en œuvre des décrets d'application de la loi relative au sport. Hors de chez nous, pour finir, la première opération conduite par la force antiterroriste G5 Sahel nommée ABI vient de concrétiser la montée en puissance de cette force et la prise en main par les États sahéliens de la lutte contre le terrorisme qui pourrait compter jusqu'à 5000 hommes répartis en 7 bataillons. Alain Boisbré. La force conjointe du G5 Sahel s'engage activement dans la lutte contre le terrorisme avec le lancement de l'opération Wahabi dans la zone sahélo-saharienne ce jeudi 2 novembre 2017. Cette opération intervient après la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour définir le coût global du financement aux forces africaines du G5 Sahel. Ainsi, les États-Unis viennent de promettre 51 millions d'euros et l'Union européenne a déjà annoncé une aide équivalente. La France versera quant à elle 8 millions d'euros et les pays partenaires ont promis 10 millions chacun cette année, ce qui accroît considérablement la capacité des unités tactiques du G5 Sahel, avec en plus la livraison toute récente de 13 pick-up tout neufs pour les forces armées nigériennes, des véhicules et des formations également pour les Burkinabés. Pour la France, qui appuie sur le plan logistique et financier cette force du G5 Sahel, cette opération est un test grandeur nature de la future force conjointe opérationnalisée. Soulignons que l'objectif est d'engager sur le terrain 3 bataillons dans la zone frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Notons que cette force va compter jusqu'à 5000 hommes répartis en 7 bataillons. Voilà, merci infiniment d'avoir pris part à cette autre édition de l'information sur la chaîne de la Rédemption. On se retrouve très bientôt. Au revoir.